Quoi, tu veux faire du buzz? Attends, bouge pas, donc pas. Bonjour Alex. Salut mon Nico. Alors, bon, tu es là aujourd'hui pour qu'on discute un petit peu de ce que tu fais, de ton travail, ta passion qui est les paris sportifs aussi. Bon, on va un petit peu parler de tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà quel est ton métier, en quoi consiste donc le métier de trader sportif? Gérer tout ce qui est import de cotes, gestion des cotes, ajouter des différents marchés pour agrémenter notre offre. D'accord. Moi, dans ma team, on gère tout ce qui est sport européen. Ok. Donc on va avoir en charge le basket, le hockey européen, on va avoir en charge le rugby, la Formule 1, Ouais. tout ce qui est sport mécanique. On va également gérer le tennis, les sports d'hiver. Ouais, d'accord. La petite différence que j'ai par rapport aux expériences précédentes que j'ai eues quand j'ai été trader pour un bookmaker français, c'est que là maintenant je travaille pour un bookmaker américain, et donc le client de base va avoir des intérêts qui sont complètement différents d'un client européen. Forcément, ça ne suit pas les mêmes sports là-bas, donc voilà. Voilà, le client américain, bon, c'est très cliché, mais il se base sur la NBA, la NFL, la NHL, c'est vraiment des sports américains, faits par les Américains, pour les Américains. Ouais, c'est ça. Pour ça, nous, dans notre bookmaker, on a vraiment une team qui est dédiée à ça, comme Betclic, Winamax, Unibet, qui sont des grosses boîtes françaises, qui vont, eux, avoir tendance à avoir un risque qui va être un peu plus modéré, où ils vont avoir tendance à laisser les paris parce qu'ils vont avoir suffisamment de volume pour compenser. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas assez de volume, donc on va devoir réagir en fonction. Ça, c'est vraiment la majeure partie de mon travail, c'est vraiment ce qu'on appelle du risk management et du monitoring. Ouais. Donc on va avoir vraiment l'axe qui va être là-dessus. Et ensuite, en second temps, ce qu'on appelle le 90-10 de notre milieu, c'est-à-dire 90% vraiment de qualitatif et les 10% de additional market, ce qu'ils appellent aux États-Unis, c'est vraiment on va ajouter des événements et du content en plus, vraiment si le 90% de regular a été fait. D'accord. Et justement, tu as parlé de Betclic, de Winamax, de Unibet. Toi, tu as bossé pour un bookmaker français, sous Argel. Quelles sont les principales différences en fait entre ton travail aujourd'hui dans un bookmaker américain par rapport à ton travail que tu avais dans un bookmaker Argel? Il y a deux choses qui changent énormément et que j'ai beaucoup appris en passant chez un bookmaker.com. La régulation. La régulation à Argel, c'est une tannée très très réglementée. Donc, on sait, on connaît. Il faut vraiment se focus sur la réglementation pour être sûr de proposer des paris qui sont réglementés et qui sont autorisés par l'Argel. Avec le .com, on a communément appelé ça la jungle. On propose tout ce qu'on veut. On va prendre l'exemple du foot. Sur les bookmakers.com, on proposait des marchés sur des cartons, sur des corners, sur des fautes, sur des tirs cadrés. Choses sont complètement interdites au niveau de l'Argel. Peut-être plus pour longtemps, faut voir. Parce que c'est quand même des statistiques assez... Maintenant, avec l'augmentation des datas, c'est des choses que le régulateur peut prendre en compte pour proposer une offre un peu plus... autoriser une offre un peu plus conséquente pour les bookmakers. Oui, tout à fait. Puis il y a aussi la chimère du casino qui va ouvrir les portes pour les bookmakers.com pour s'inscrire. Je pense notamment à Betson qui a créé un .fr récemment. Betway a créé un .fr il y a moins d'un an. Quand ces bookmakers-là viennent dans une régulation aussi chargée que la France, vous pouvez être sûr qu'ils viennent là parce qu'il y a la licence du casino qui est dans le coin de leur tête. En ayant des bookmakers comme ça qui sont populaires en .com, tu vas pas venir dans un bourbier comme le FR. S'il n'y a pas autre chose à côté. Exactement. Ça va être du bénéfice à coup sûr pour tous les parieurs, pour les bookmakers français. Par contre, pour les parieurs, il va falloir bien gérer son argent. Il va falloir pas parier les gains sur le casino. Mon creux peut vite partir. Donc le système est très simple chez nous, c'est-à-dire qu'on a une fenêtre qui est occupée par notre back-office pour changer les cotes, une fenêtre qui s'occupe de ce qu'on appelle dans ce milieu-là le ticker, donc on va avoir tous les bets qui rentrent des clients. Alors nous, sur le .com, on a différents... on peut imposer des limites aux clients sans n'avoir aucun compte à rendre à personne. Ce qui n'est plus possible en France, on le rappelle depuis quelques temps. Il y a peut-être certains bookmakers qui continuent à le faire,
De façon plus ou moins... Oui, discrète, subtile, mais en général, c'est quand même une pratique qui, je pense, se fait de moins en moins et se fera de moins en moins, heureusement. L'ANJ a mis son veto là-dessus il y a quelques mois avec un arrêt, je crois, ou une décision qui a été rendue en faveur des joueurs, justement. Tout à fait, qui va faire jurisprudence certainement sur... C'est dans l'intérêt du joueur de ne pas être limité de façon intempestive. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc du coup, pour notre team foot, on a tous les tickets qui rentrent, donc on peut catégoriser nos clients, ce qui se fait aussi sur le .fr. Tout à fait. On va catégoriser le type de client par rapport à sa dangerosité. Le principe est simple pour les gros championnats. On a Betfair qui est considéré comme le marché commun, un peu comme du trading de finance par exemple. Ouais. Le marché commun pour notamment le foot, où en fonction de la liquidité, ils mettent à jour les cotes, en fonction de l'achat-revente qui est disponible sur le marché. C'est Dieu, quoi. C'est le marché, c'est eux qui font le marché. Un petit peu, pas pour tous les sports, non, c'est vrai. Mais pour le foot, c'est la référence. C'est là où il y a le plus de liquidité. Exactement, c'est ce qui est le plus solide. Ouais. Donc vraiment, nous, en tant que bookmaker américain, on se base là-dessus à 100%, c'est-à-dire que quand on reçoit les codes du provider, on enlève le feed, on le gère en manuel, et là, on va gérer par rapport au move de Betfair. Ouais. Donc à chaque fois que, selon la marge qu'on a et la position qu'on va prendre sur le match, on va déterminer le pourcentage qu'on accorde à une équipe de gagner, de faire match nul, etc. Le fonctionnement est vraiment très basique, c'est vraiment de la vigilance, les cotes de back-office d'un côté pour les changer, les bêtes des clients qui rentrent sur notre ticker, et Betfair qui est ouvert sur le côté. Et en général, pour les marchés qui sont un peu moins importants sur Betfair, un peu de championnat exotique par exemple. Donc là, en général, ce que font nos nos traders foot, c'est qu'ils ouvrent souvent un Pinnacle par exemple, ou un Odds-Portal, ou un Odds-Shaker, ce qui permet d'avoir une autre référence en temps réel, et pas seulement le marché Betfair, qui va être moins important en liquidité et qui est donc moins fort et fiable. Donc, par exemple, un Pinnacle, qui est considéré comme l'autre marché très important de cotes dans le monde, va pouvoir aider nos traders à avoir un indice de comparaison si jamais il y a un mouvement qui correspond à un des clients qui nous tape sur une ligne. Et vous créez jamais de cotes vous-même, du coup, des cotes manuelles Pour les sports mineurs, on s'occupe de créer des cotes. C'est des sports individuels où c'est une course en fait. Oui. Donc on va avoir uniquement la Formule 1, les sports d'hiver, le cyclisme, exactement, les sports mécaniques. Donc là vraiment ça va être des marchés qui vont être uniquement manuels, on ne reçoit aucune aide d'aucun provider là-dessus, on va le créer nous-mêmes. Donc souvent on se sert de certaines références si elles sont disponibles. Oui. Sinon pour certains marchés on essaye de le faire nous-mêmes. Avec forcément sur le .com, on peut se permettre d'avoir des limites qui vont être beaucoup plus petites. Oui. Et là, pour les bookmakers qui ont du gros volume, si on veut vraiment avoir un sport qui rapporte sur le long terme, le risk management, ce qu'on appelle le profiling, tout ça comme tu l'entends, c'est la même chose. c'est obligatoire pour un bookmaker. Obligatoire. Et nous, on a la chance, entre guillemets, sur le .com, c'est qu'on peut limiter également les clients comme on veut. Donc si un client est vraiment trop gagnant sur un sport en particulier, on va le définir un peu comme un market maker. Oui. Donc on va vraiment se baser sur lui avec une mise qui va être très modérée. Donc en général pour les gros, on leur laisse maximum 100, $250 maximum. Par rapport à un marché qui va être capé à 1000 ou 2000 $ pour les autres clients. Vous ne pouvez pas le laisser prendre 2000 $ sur une value. Par contre, justement, on va se servir de ça pour pouvoir ajuster nos cotes et avoir le prix le plus fair possible. D'accord. Et quand je dis plus fair, c'est-à-dire qu'on va être en capacité de recevoir de l'argent des deux côtés, de manière équivalente. L'équilibre. Quasiment. C'est ce que et pour le bookmaker, la solution idéale est parfait. Le scénario parfait. Tout à fait. Donc avant de bosser chez ton bookmaker américain, tu bossais pour le bookmaker ANJ. Est-ce que tu peux nous raconter comment se passait une journée de base chez ce bookmaker? On bossait souvent avec BetRadar. C'est un peu la référence pour les bookies français, quoi. C'est le provider le plus bon marché et qui couvre le plus de sports possible.
c'est souvent la référence de base pour les bookmakers français parce que ça va leur permettre d'avoir une offre qui sera suffisamment conséquente sans pour autant être très compétitive. Ouais. Donc ça laisse, ce qui est assez intéressant avec le Tradar, c'est que ça laisse une marge pour le bookmaker d'ensuite ajuster si jamais il veut être plus compétitif sur tel ou tel marché. Ouais, c'est ça, ouais. Le seul problème avec le Tradar, c'est qu'il ne va pas fournir tout ce qui est additional market. Oui. On ne va pas avoir de paris sur des buteurs, pas avoir de paris sur des joueurs de basket, on ne va pas avoir des marchés qui vont être proposés pour du tennis par exemple sur les aces, sur ce genre de double faute, etc. Ça va être des choses que les bookmakers doivent ajouter ensuite. Donc ma journée de type c'était souvent ça. Le matin on était plus axé sur tennis, basket, parce que c'est des choses qui doivent se préparer en amont. Souvent les finales de tennis c'est la 14-15 heures, donc il faut qu'on puisse être compétitif à partir de 9-10 heures le matin. Et pour la NBA c'est préparer le matin pour praxer l'après-midi. Par exemple une finale des champions, on va préparer en amont, peut-être la veille ou même 48 heures avant, tous les paris additionnels qu'on voudra ajouter. Donc, qui va soulever le trophée, quel genre va remarquer, quel genre va mettre un doublé, les doubles chances. C'est quelque chose qui est assez populaire sur le FR. C'est des choses qu'on va nous-mêmes préparer en amont pour ensuite être réactif quand on va le mettre en ligne. Un outil par exemple qui est très très important pour les bookmakers, notamment pour les traders qui gèrent ce genre de choses, c'est Twitter. C'est très important pour deux choses Twitter, l'info sportive en temps réel, ça va être les absences, et Twitter c'est important pour une deuxième chose, c'est que les tipsters vont avoir une certaine influence, non pas sur la cote que tu vas employer pour des gros marchés comme ça, mais plus pour le volume qui va arriver. Des gros tipsters foot, ils vont avoir tendance à envoyer un tips et tu sais que dans la foulée tu vas recevoir peut-être 200, 300, 400 bêtes qui vont arriver, un volume assez différent, mais tu vas avoir une recrudescence de paris sur la même sélection. Alors toi justement dans ces cas-là, quand tu reçois un tel volume de bêtes, toi tu es, imaginons que tu es le trader en charge de surveiller tout ça et tu vois qu'il y a un gros volume de bêtes sur la même sélection, qu'est-ce que tu fais du coup, comment tu réagis? D'abord on vérifie quel type de marché a été sélectionné par le client. S'il vient par exemple sur un résultat 1x2, on va avoir tendance à, premier réflexe, vérifier Betfair. Parce que ça reste le marché global, ça reste le marché de référence. Si on reçoit une sélection là-dessus, ça peut avoir deux choses. Soit c'est un tips, et à ce moment-là, si ton prix est bon, t'as pas de souci à te faire. Tu vas peut-être diminuer un peu ta cote parce que tu vas avoir un risque qui va être conséquent. Et donc tu n'as pas forcément envie de l'assumer autant que prévu. Ou alors tu vas vérifier si le marché va faire un mouvement. Si la cote a descendu, si le nul a augmenté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Comprendre pourquoi ça vient comme ça d'un coup. Là où c'est le plus dangereux pour nous, c'est quand la recrudescence de bêtes arrive sur des marchés dits mineurs, des marchés de niche. Par exemple, un mec qui vient sur un buteur. Ça, c'est prisé par les tipsters, mais c'est pas quelque chose qui est aussi important que le 1x2, que le over-under, etc. Donc là, pour le coup, quand on reçoit des paris sur des buteurs, premier réflexe, c'est info Twitter. Si jamais, par exemple, il y a une info, un joueur en remplace un autre, un joueur est absent, du coup, ça veut dire que la probabilité d'un autre joueur pour marquer, parce qu'il aura plus d'occasions, elle va être moins importante. Un joueur qui joue plus sur le terrain, ça peut Exactement. arriver aussi. L'annonce des copeaux est très importante aussi au niveau du foot. D'autres influences qu'ils peuvent avoir au niveau de Twitter pour des autres sports, ça va être par exemple la météo. Je prends l'exemple du rugby. On peut avoir une incidence par exemple sur le nombre de points marqués dans le match en fonction de la météo. Tout à fait. La météo, il fait dégueulasse, c'est le terrain, c'est de la boue. La tendance under s'impose d'elle-même. C'est une faute professionnelle si tu ouvres le marché et 2 minutes après tu reçois des bêtes sur la sélection que tu as ouvert. Pourtant, c'est déjà arrivé. Ça m'est arrivé aussi, on appelle ça une palpe dans le milieu. Palpable error, comme on dit. Voilà, donc une erreur de cotation, donc ça peut être une erreur de virgule par exemple, si on a tapé la cote trop vite quand c'est manuel. Ça peut être tout simplement une erreur de jugement si on a omis une information ou un facteur dans la cote. Exactement.
Et ça, pour le coup, c'est là où le risk management qu'on fait en amont, en notant les clients, alors en adressant une couleur, va rentrer en compte. Ouais. Parce que c'est ces clients-là qui vont nous permettre de déceler cette erreur. Ouais. Et ça, pour nous, c'est super important. Et notre job à nous, c'est d'avoir le maximum d'informations pour éviter cette erreur. Et alors, est-ce que tu paries, toi, de manière personnelle? Est-ce que tu es parieur? Je suis... on va dire, je suis accro. C'est vrai que tu... Je parie énormément, Ouais. et je parie des petites sommes. C'est-à-dire que mon plus gros pari dans ma vie, ça a dû être 50 euros. Ouais, d'accord. Tu restes sur des sommes... Je parie jamais pour gagner un gros pactole. Ouais. Je parie de façon mesurée. Ok. Mais j'ai un gros volume. C'est-à-dire que je peux parier en un an sur du rugby, je peux parier peut-être plus de 700 mètres. Ouais, ok. 700-800 mètres. Bon gros volume, ouais. C'est un bon gros volume. Donc, Mais ça- principalement sur du rugby. Moi, je parie sur un peu de tout. J'ai l'avantage, entre guillemets, d'aimer le sport de manière générale. Donc, je vais m'intéresser au rugby, je vais m'intéresser au foot, je vais m'intéresser au tennis, je vais m'intéresser au sport d'hiver. En fait, ça englobe un peu ce que je fais au travail. Ouais. Enfin, mon travail, c'est aussi ma passion et c'est aussi ce que je fais dans le privé. Ouais. Puis t'as aussi... L'avantage que j'ai, du coup, c'est que tu vas au travail avec la passion que tu as. Ça, c'est génial. Qui est nécessaire. T'as jamais envie de rentrer chez toi alors même que tu viens d'arriver au travail. Quoi. Ouais, ouais. T'as la banane, t'es content de faire ce que tu fais. Et puis quand t'es passionné par le sport, faire le travail que je fais, c'est juste fantastique. Ça, oui, je sais. Tu connais un petit peu. Je connais sais. un petit peu. Et du coup, c'est vrai que aussi le fait là d'être du coup au top de l'information, on va dire, puisque c'est une partie de ton métier, ça t'aide aussi à avoir accès à certaines values chez les concurrents vraiment, aussi. Vraiment pas beaucoup. Hein. Moi, prendre avantage? Non, jamais. Ah bah... Je le fais. Il faut prendre avantage sur le bookmaker pour être gagnant sur le long terme de toute façon. Et pour un trader comme moi qui a l'avantage de connaître ces informations-là, il faut être professionnel de ne pas parier de mon côté. J'ai des informations, j'ai l'argent, bah vas-y. Ça peut être aussi un choix. Il y en a qui décident de ne pas parier par peur. J'ai des collègues qui, par exemple, ne parient quasiment jamais. Ouais. Ils sont juste là pour travailler. Mais ils n'ont pas pas forcément autant de passion que moi je peux avoir. Pour le betting, du coup? Pour le betting. Ok, ouais. Et même pour le métier de manière générale. Mais en Ouais. plus pour le betting. En fait, pour faire notre boulot, il faut qu'on soit passionné par le betting. Oui. Parce que c'est tellement particulier, Ça rentre aussi en compte. c'est quelque chose de tellement spécifique qu'on est obligé d'avoir cette passion-là pour aimer ce travail-là. Tout à fait. Et d'aimer le sport en plus. Tu vas me dire si je me trompe, mais quelqu'un qui est passionné par le sport, qui sait plein de choses sur le sport, ne sera pas forcément un bon parieur. Parce qu'il n'aura pas forcément la bonne notion des probabilités et des cotes, en fait, tout simplement. Non, mais si c'est une personne qui est passionnée par un sport et qui va avoir un certain type de connaissances dans ce sport-là, Ouais. par exemple, je prends le cas pour les sports mineurs, type cyclisme, etc. Alors oui, Il d'accord. peut encore avoir un avantage sur le bookmaker malgré le fait qu'il ne soit pas au top de l'information, etc. Mais rien que le fait d'avoir des idées précises sur un sport peut parfois amener à prendre un avantage sur le bookmaker. Mais ça reste vraiment, c'est de moins en moins possible, notamment avec la reconnaissance des différents bookmakers et des marchés. Ouais. Mais ça reste quand même possible pour des sports dits mineurs. Ouais, ça reste possible pour des sports mineurs. Je suis d'accord avec toi. Après, il faut quand même avoir cet aspect betting minimum, comprendre ce qu'est la value, Bien sûr. comprendre ce qu'est la marge, etc. Je pense que ça, c'est des notions qui sont de base essentielles si on veut être gagnant sur le long terme. C'est des notions, même sans rentrer trop dans le détail, c'est des notions qui sont assez faciles à comprendre si on suit un sport et on a déjà parié dans notre vie. On va comprendre aisément ce que c'est une marge, comment le bookmaker l'applique et quelle est la conséquence pour le parieur. Quel est les conseils que tu pourrais donner donc du coup aux viewers de ma chaîne pour du coup devenir gagnant ou en tout cas arrêter d'être perdant puisque c'est déjà la première étape en général. Donc quels sont tes conseils par rapport à ça? Déjà gérer sa bankroll, se fixer de ses propres limites, c'est-à-dire que et également savoir sur quel type de sport on veut placer ses bêtes. Quelqu'un qui adore le foot, mais qui aime juste voir du foot, ne sera jamais gagnant sur du foot.
Parce que c'est un marché qui est très très régulé, c'est le marché le plus régulé du monde. Ouais. Pour être gagnant là-dessus, il faut soit avoir une spécialisation et une connaissance un peu accrue sur un certain type de marché, type les buteurs, si on a la chance d'avoir un compte sur un .com, les cartons, les tirs cadrés, les corners, etc. Mais gagnant sur un 1x2 en foot, c'est quasiment impossible. Le marché quasiment... c'est trop bien fait en fait. C'est trop régulé. Il y a trop de data, c'est trop bien fixé. Par contre, si jamais on veut se faire plaisir et améliorer sa façon de bêter, il faut vraiment gérer sa bankroll de A à Z, notamment avec les applications type Bet Analytics où on va pouvoir rentrer tous les bets qu'on prend et ça va nous donner un pourcentage de retour, ce qu'on perd, ce qu'on peut gagner, le pourcentage qu'on peut avoir de ROI, etc., etc. Donc ça peut être un indicateur sur comment dire ça ? Là où aller chercher les bénéfices, voir là où on est perdant et là où on est gagnant. Oui, résumé, c'est vraiment la bankroll, se fixer des limites propres, c'est-à-dire que alors ça peut être soit au pourcentage de bankroll, soit des mises qu'on décide personnelles, type, je sais pas, j'ai 100 € à dépenser, je suis fixé 100 € à dépenser ce mois-ci, voilà, en fonction des 100 €, pour être relativement dans une situation pérenne, j'évite de dépenser plus de certaines sommes d'argent par mois. Tu fixes une limite. Voilà. En fonction de ses revenus, bien sûr, tout ça. Jamais dépenser plus que nécessaire, jamais essayer de se refaire au possible, ça c'est l'erreur lambda, comme un peu un genre de casino qui perd à la roulette et qui se dit tiens je vais aller aux machines à sous, peut-être avoir plus de chance. Ça ne marche pas comme ça. On disait avant, peut-être se spécialiser sur un sport qui va être encore assez ouvert, et pas aussi régulé qu'avant. Un mec qui veut se lancer, qui adore le cyclisme, qui suit les infos, qui connaît la vie des coureurs, la vie des courses, etc., il aura beaucoup plus de chances de prendre du plaisir et de prendre des values sur un sport comme ça, plutôt qu'un mec qui va juste aimer le tennis de temps en temps, même s'il s'y connaît bien. Gagner sur du tennis, sur du foot, sur du basket, c'est très très compliqué. C'est compliqué, on est d'accord. Bon, pour quelqu'un qui ne suit pas forcément de sport mineur, parce que bon, c'est pas le cas de tout le monde, quelqu'un qui va suivre des gros sports, uniquement foot, basket, tennis, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil sur quel marché, par exemple, dans ces gros sports, le parieur pourrait éventuellement avoir un avantage sur le bookie? Je vois deux choses. Soit c'est vraiment être à l'affût de l'opening, c'est-à-dire quand les codes sortent, c'est le seul moment où le temps de latence entre la mise en ligne du pari et le moment où le marché va ajuster la cote pour avoir la cote la plus fair possible. C'est le seul moment où le parieur pourra prendre un avantage, donc un edge sur le bookmaker, parce que le bookmaker va toujours fonctionner qu'un provider dans 90% des cas à l'opening. Ça arrive qu'ils ensuite prennent ça en manuel, qu'ils puissent le trader comme bon lui semble. Et à l'opening, c'est vraiment là où on va avoir un avantage à prendre sur le bookmaker, parce que pareil, c'est un mec qui est au top de l'info. Un match couvre 2 semaines avant. Tu sais que juste avant, je sais pas, il y a un match de Coupe de France qui est programmé, quelque chose comme ça. T'es pas à l'abri de blessures, t'es pas à l'abri d'un turnover, t'es pas à l'abri de plein de choses, et donc la cote va forcément être amenée à évoluer. Donc tu anticiper l'évolution de la cote. Anticiper. Mais c'est vrai que Mais il faut avoir quand même une vraie connaissance de ce milieu-là pour avoir la force de se dire ok, ce prix-là, quand il ouvre, je parie sur le fait que quand il va fermer au moment du match, le prix va être plus ou moins élevé, et donc la cote va bouger. Mais ça nécessite vraiment d'avoir une connaissance sur l'avenir à court terme des équipes. Et l'inconvénient, c'est aussi que il peut se passer des choses jusqu'au moment du match qui vont faire que la cote va partir dans l'autre sens. Ça peut aller dans l'autre sens. Des blessures. C'est pour ça que l'opening garantit vraiment rien. Avec par exemple un peu différent pour le tennis. Parce que le tennis, on va avoir aussi la fatigue qui rentre en compte. Notamment quand il joue le soir pour le lendemain.
je prends l'exemple par exemple d'un grand chelem, on va avoir un mec qui est en night session à Roland-Garros, qui finit à minuit. S'il doit jouer le lendemain à 18h, même s'il est plus fort sur le papier, il va être plus fatigué que son adversaire qui a joué la veille mais à 14h. Et ça, tu penses que c'est parfois pas très bien pris en compte par les bookies sur les cotes? Ouais. Ok. Oui, parce qu'ils vont avoir un temps de latence pour la mise à jour de ces informations-là. Dans tous les cas, il faudra réagir vite, quoi. Et en plus, tu vas avoir la prise en compte d'une éventuelle conférence de presse où tu vas avoir des infos, la veille où tu vas avoir l'échauffement le matin pour le match qui est l'après-midi, ou peut-être il va ressentir une petite gêne, ou il y est allé doucement. Ouais. Ces infos-là vont pas forcément être prises en compte parce qu'à l'instant T, on les connaîtra pas forcément. Ouais. Mais le mec qui a un peu de connaissance et qui va savoir que voilà, un mec qui a joué longtemps sur de la terre battue, par exemple, une terre battue qui va être un peu plus mouillée, les appuis vont être plus lourds, donc tu vas dépenser plus d'énergie. Ouais. Le lendemain, la récupération va pas être la même qu'un mec qui a 5 heures de repos en plus, qui a passé moins de temps sur le cours. Un mec qui finit en 5-7 va dépenser plus d'énergie qu'un mec qui finit en 3-7. Donc, j'imagine que c'est aussi une question d'expérience. Quand tu paries au début, tu fais pas forcément attention à ces choses-là, pardon. Bien sûr. Mais après, peut-être après une saison, avoir parié sur du tennis, tu peux voir ce genre de value, entre guillemets, quoi. De toute façon, avec l'expérience du betting, tu apprends des erreurs que tu faisais 2 ans avant. Ouais. Tu essaies de ne pas les reproduire. Ouais. Tu sais là où tu as perdu. Et c'est là où c'est important de savoir gérer sa bankroll et avoir un œil un peu plus modéré sur ce genre de choses, ou vraiment plus objectif, où on va se dire, bon voilà, cette année, j'ai été assez bon sur ce type de sport. J'ai été bon quand j'ai pris des paris sur tel type de marché, à telle heure, etc. Et à l'inverse, sur tel type de sport, là j'ai vraiment pas été bon, il faudrait que je me modère un peu plus, soit sur les mises, sur le volume de bêtes, ou le type de bêtes que tu prends. Changer de marché. Voilà. Et donc la deuxième astuce, pour revenir à ta question de base, la deuxième astuce que je peux donner au petit conseil, hormis l'opening, c'est vraiment la spécificité des petits marchés. Pour le tennis, par exemple, ça peut être sur la value que tu peux avoir sur le premier set, par exemple. C'est souvent un joueur qui va être favori à 1,70, il va avoir grosso modo 1,75, 1,74 pour gagner le premier set. Mais en fonction de la fatigue, tu peux considérer que c'est un diesel, il va aller doucement dès le début, mais match en 3-7, il va gagner derrière. Donc il y aurait une value sur l'outsider. Ouais. Pour le premier set uniquement. Mais ça reste des marchés très spécifiques et ça demande, en plus de l'expérience que tu peux acquérir au fil des années, une connaissance accrue du type de marché. Ouais. Pour les parieurs qui vont uniquement parier sur des gros sports, ce sera se concentrer sur les marchés secondaires plutôt. Ouais. D'accord. Pour le basket, ça peut être les PRP, les performances du joueur. Point rebond, passe. Par contre, ça va être des marchés qui vont être assez limités en mise. Donc tu vas pouvoir mettre peut-être 250, 300, peut-être 500 euros maximum. C'est le... Alors je dis c'est le problème, mais bon, il y a peu de gens quand même qui arrivent à parier plus que ces sommes-là de manière régulière. Il y a juste vraiment les grosses bankrolls, donc cette limite, c'est vrai que c'est un problème sans en être un au final. Ça reste un problème pour les grosses bankrolls effectivement, mais ça peut l'être pour des petites bankrolls si par exemple, on va prendre l'exemple d'un tipster qui va dire oh là là, ce mec est pas là, il y a une value sur les rebonds de celui-là. Si tu suis ce gars-là à chaque fois sur le même bookmaker, tu vas finir par avoir les mêmes limites que ce tipster en question. Et donc tu vas te retrouver dans la même panade alors que toi tu vas mettre que 20 euros. C'est vrai. Mais tu vas être marqué comme ce gars-là parce que tu prends la même chose. Et c'est là où c'est très important pour un parieur d'avoir recours, notamment sur les FR, à une multitude de comptes. Créer un compte sur chaque bookmaker FR, si on veut être gagnant sur du long terme, c'est quasiment indispensable. C'est pour ça que j'en reviens, je persiste et je signe là-dessus, l'information c'est l'essentiel, que ce soit du parieur ou du trader. Bah écoute, on va rester sur ça du coup. Je vais revenir un truc, c'est ça.
Au top de l'information tout le temps. Ouais. Alors, au top de l'information tout le temps, et puis ne pas s'éparpiller niveau betting aussi. Choisir son sport et son market. Et ses limites, c'est important. Bah écoute, merci Alex, en tout cas c'était vraiment un bon moment passé avec toi. Bien kiffé. Et c'est gentil d'avoir accepté du coup de tourner cette vidéo avec moi. Pas de soucis. Et puis voilà, bah, nous on va se retrouver dans pas très longtemps pour une nouvelle vidéo. Puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi.